Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un voisin. Voisin, mais oui, un voisin. Vous savez bien que je suis uruguayenne. Cet artiste est brésilien d'origine. Il est un artiste aux multiples talents, un homme dont le parcours force l'admiration et l'inspiration. 33 ans de carrière au sein du paradis latin. Oui, 33. Chanteur, compositeur, producteur, animateur, danseur, il est aussi un véritable ambassadeur de la culture brésilienne en France, puisqu'il a créé le lavage de la Madeleine. 23 ans que le lavage de la Madeleine existe. Un artiste visionnaire qui, par sa détermination et sa passion, a su faire rayonner son pays d'origine bien au-delà des frontières. Mais il ne s'arrête pas là. Sa créativité débordante le pousse à explorer tous les horizons artistiques. Il compose en secret jusqu'au jour où le grand Carlinhos Brown découvre en lui le chanteur et l'encourage à se produire sur scène. Dès lors, il enflamme les salles les plus prestigieuses de Paris, du New Morning au Bataclan, en passant par le Cabaret Sauvage. Mais surtout, il crée un événement devenu incontournable. Le festival du lavage de la Madeleine, une tradition afro-brésilienne qu'il a importée et qui chaque année fait vibrer la capitale au rythme du Brésil avec Vincent Cassel et Cristina Cordula comme ambassadeurs. Homme de projet, il fonde aussi le festival Manicoba Hype à Salvador de Bahia, un événement culturel mêlant musique, danse, théâtre et gastronomie. L'artiste est aussi un homme engagé, président de l'association Viva Madeleine, membre du conseil des ressortissants du consulat brésilien à Paris. Il ouvre depuis des années pour renforcer les liens entre la France et le Brésil. Son énergie, son âme, son travail acharné a d'ailleurs été récompensé en 2021 lorsqu'il a été décoré par la présidence du Sénat français. Autodidacte, rêveur, travailleur acharné, il est la preuve vivante que la passion et la détermination peuvent mener aux plus grandes réussites. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être avec Robertinho Chavez. Bonjour Robertinho. Bonjour Soledad. Bonjour. Merci d'être là, entre deux rendez-vous. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il en toi en cette année 2025 ? 2025, je rêve d'y voir le Brésil une place encore plus forte en France que toujours. Parce que cette année, c'est la saison Cruze France-Brésil. Et voir le Brésil, le Brésil toujours été l'amour des Français. Et cette année encore, en honneur, je rêve de voir le Brésil encore partout, dans la culinaire, dans l'art plastique, dans tout ce qui c'est culturel. Le Brésil, c'est un pays qui ramène la joie de vivre pour le monde. Le Brésil, en France, c'est le côté carnavalesque, c'est le côté de l'amour, du rêve, du bonheur, de chercher bonheur, c'est ça, on dit toujours. Donc, voir le Brésil en honneur cette année en France, 2025, c'est un rêve qui réalise pour nous Brésiliens qui habitent en France. Et mon rêve, c'est de voir encore le Brésil avec sa belle place. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on dit toujours que le Brésil est le poumon du monde avec l'Amazonie. Tout à fait. Et c'est vrai que cette énergie unique qu'il y a au Brésil, tu l'incarnes à 100%. On va parler de toi, de ton enfance. Tu as grandi à Santo Amaro de Purificação. Oui. C'est fou. Purificação, dans l'état de Bahia. Raconte-moi un peu quel genre d'enfance tu avais. Tu avais 17 frères et sœurs. 17. Oui. Vous savez, Soledad, Santo Amaro, c'est une ville magique. Pourquoi? Vous savez, là est né Caetano Veloso, que c'est le brassin, et c'est la star de la bossa nova brésilienne. Là-bas est née Maria Bethânia, la diva, a Barbara du Brésil. C'est une femme, c'est une diva. Tout le monde brésilien rêve de parler, de voir. C'est un diva des plus grandes chanteuses, interprètes brésiliens, Maria Bethânia. Além de ça, Santo Amaro est né plusieurs personnalités. Le samba du Brésil est né à Santo Amaro. Parce que c'est Tia Ciata, une femme noire d'origine africaine. Et sa famille, ses parents étaient africains. Elle est née au Brésil. Et c'est elle qui a
créé le samba, c'est elle qui a fait le pas du samba et a ramené à Rio, qui après le samba envahissait le monde. Mais c'est de Santo Amaro, c'est ma ville. C'est une ville magique. Je suis né là. Et Santo Amaro, c'est une ville qui a beaucoup de sensibilité. Je suis né à Santo Amaro. J'ai eu la chance de grandir parmi des gens importants comme Caetano et Maria Bethânia. Mais quoi, tu les rencontrais, oui, ces gens? Oui, ces gens-là. En fait, j'étais un élève de la sœur de Maria Bethânia, Mabel Veloso, et qui m'a ramené chez ses parents. Parce que ma maman... pour voir une famille avec beaucoup de frères, de sœurs, et mes parents n'étaient pas riches, c'était une famille simple à Bahia. La sœur de Maria Bethânia me ramène, moi et mes frères, chez sa famille pour nous aider mes parents. Voilà, c'est mon élève, Robertinho, Solange, Sonia, et il ramène sa maman pour me donner des vêtements à eau, pour donner à manger. Et là, ça commence la liaison, cette collaboration de ma famille Chavez et la famille Veloso. Et c'est là que j'ai commencé à capter, j'ai commencé à avoir envie de vraiment développer mon côté artistique. Mais attends. Quel genre d'enfant étais-tu? Tu rêvais de... Parce que quand on est au Brésil, on grandit avec la musique. Oui. Sans faire une caricature, c'est une réalité. Il y a de la musique absolument partout. Toi, quel genre d'enfant tu étais? Tu étais déjà avec cette âme d'artiste? Oui, toujours Soledad. C'est à 5 ans. J'avais 5-6 ans, ma maman me parle de ça, j'ai commencé à prendre des boîtes de vieilles télé pour faire du cinéma. À 9-10 ans, j'étais déjà à l'école de danse à Santa Amaro. J'ai gagné toujours le premier prix de danseur, de lambada, de samba. Voilà, c'est ça. Tu as grandi dans une ville extrêmement artistique où il y avait des cours et des concours. Et toi, tu te présentais tout le temps. À partir de quel âge? À partir de 8-9 ans, j'étais déjà. Mais est-ce que tu rêvais d'en faire ta carrière? Est-ce que tu avais imaginé un jour que tu deviendrais artiste et que tu allais vivre de ça? J'ai déterminé. Je voulais ça. Je voulais être artiste. La télé, ça me faisait rêver. La musique faisait rêver. J'ai toujours voulu être artiste. Je disais, je veux un jour partir d'ici. Mon rêve, c'est de... Tu voulais partir Je voulais de là? partir. Je disais toujours... Tous mes amis me disent, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas voir visiter la famille. Ils me disent, mais donc, tu voulais partir, tu as réussi. Tu as réussi ton rêve. Donc, moi, j'étais déterminé. Et c'est ça que je dis chaque fois pour mes amis. Ils me disent, Roberto, tu as réussi, tu es à Paris, tu es dans le monde, tu es amené à un festival, et aujourd'hui le plus important du pays. Et Margaret Menezes, la ministre, m'a appelé il y a 15 jours pour me dire félicitations pour ton travail. La ministre m'a appelé pour dire ça. Et je vois, donc, la mairie de Paris m'appelle, et l'ambassadeur m'appelle pour me dire ça. Ça me touche. J'étais un petit enfant d'une petite ville, d'une famille humble qui n'avait pas d'argent. Pour payer, on n'a jamais crevé de faim, on avait toujours à manger, mais juste pour manger, pour aller à l'école. Et ma maman, elle a travaillé au Mondangue, dans les marchés de Santo Amaro. Qu'est-ce que faisaient tes parents? Qu'est-ce que faisaient tes parents? Ta maman, elle travaillait dans un marché, je crois. Oui, elle était dans un marché, elle avait un petit quitanda, un petit marché, et une épicerie, elle a vendu à boire, à manger, tout ça. Et elle faisait tout ça pour aider mon papa à payer les factures. C'était difficile pour elle. Mais on n'a jamais nous rien manqué parce qu'elle a travaillé toujours pour nous. Elle allait le matin, elle arrivait le soir à la maison avec à manger, à boire pour nous. Donc, c'était ma maman, elle est toujours là, en vie. Mon papa est parti. Mais ma famille, on est très solide. C'est une famille qui... Ma maman était mariée, elle a divorcé entre mon papa aussi était marié. Donc, j'ai 8 frères et sœurs de la même famille et les autres demi-frères et sœurs. On est tous solides, on s'aime trop, on ne jamais se bagarrer. Il y en a qui ont décédé, on est 16 en vie. Imagine, c'est génial. Et à Santo Amaro, j'ai tout appris. Et quand j'ai été à Santo Amaro pour aller à Salvador, on va raconter ça après, c'était parce que j'étais invité j'étais demandé de taper la porte do cabinet de Gilberto Gil. À l'époque, il était conseiller de la ville de Bahia, Gilberto Gil, et j'étais tapé sa porte pour demander de travail. Parce que je voulais partir à Salvador. Mais tu te rends compte que tu nous parles de Maria Bethânia, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, qui sont quand même des icônes de la musique brésilienne. Ces gens sont accessibles ou étaient accessibles? C'était facile? Et tout ça, quand je viens dire pour toi, Soledad, j'ai eu la chance. Tu sais, dans la vie, je pense que nous, on est nés déjà avec... Tout est déjà tracé. Ce n'est pas nos descendants.
Et ma vie était tracée pour être à Paris aujourd'hui, pour défendre le Brésil culturellement. J'étais né, destiné pour faire ce travail-là, parce que à chaque fois, Mais quand tu dis j'ai rencontré Gaetano Veloso, Maria Bethânia, parce que je suis né là, Gilberto Gil. je suis né chez eux. J'ai mangé à la table de la famille de Lancano. Mais comment ça se fait? Tu frappais à leur porte? C'était un hasard? Non, Tu les rencontrais? c'est le hasard. Le hasard qui n'existe pas. Oui, écoute. Et j'ai vu l'école, avec l'âge de 7-8 ans, je tombe sur ma prof, c'est la sœur de Caetano Veloso, Ok. qui me ramène chez eux. Parce elle détecte un talent en toi? Non, elle détecte, et j'avais besoin d'aide, et ma maman avait plein d'enfants. Ah. Il faut nous aider. Après, je rentre. Cette femme-là, elle est poétise, elle faisait théâtre. Elle me fait jouer dans son théâtre. Je commence à jouer de théâtre de toutes les écoles à Santo Amaro. J'ai fait plein de personnages. À 13, à 14 ans, j'étais dans tous les théâtres et monté à ma ville. J'étais invité à jouer. Donc, c'est là que j'ai commencé. J'ai fait plein de choses. J'ai dansé, j'ai produisé des événements, des concours. J'étais vraiment impliqué dans ce domaine-là à Santo Amaro. Et aujourd'hui, cette année, j'ai retourné à Santo Amaro. J'ai fait un concert à ma ville. J'ai fait un concert à ma ville. J'ai eu mon film qui était lancé au Brésil, Madalena à Paris, et raconte mon histoire. C'est notre victoire de la réalisatrice Liliane Mucci. Elle a lancé un film là, l'année dernière, qui raconte mon parcours, ma vie à Paris, au Brésil, partout. Et tous mes amis d'enfance étaient là. Ils tapaient les mains, ils pleuraient, disons, c'est fort. Donc moi, c'était Robertinho de Santo Amaro qui arrive à Paris et qui réussit. C'était un combat. C'était pas facile. Parce qu'un noir, il vient du Brésil, un noir, immigré, hein, gay, né, tout ça, c'est pas facile déjà pour ceux qui habitent ici. Imagine, il vient. À quel moment tu décides d'aller à Salvador de Bahia et pourquoi? Parce que j'ai vu Santo Amaro, je ne pouvais plus, j'avais plus d'espace pour moi. Je voulais partir, je voulais aussi. Et Santo Amaro, c'est une petite ville au même de Recôncavo de Bahia, c'est un jardin de Salvador, et là-bas, il n'y avait pas de théâtre, d'école de théâtre, université, et je voulais faire l'université de théâtre. Et à Salvador, il y avait à UFBA, c'est je voulais. C'est-à-dire que tu visualisais exactement là où tu voulais. Je voulais aussi. Et donc, je pars à Salvador, je tape la porte de Gilberto Gil, j'ai besoin de travailler ici parce que je dois payer mon école de théâtre. Je m'engage. Attends. Comment ça, tu tapes à la porte de Gilberto Gil? Tu identifies où il est? Non, attention. Gilberto Gil, c'était un ami à Caetano Veloso. Ils étaient déjà stars, déjà. En 85, Gilberto Gil, c'est Caetano Veloso, c'est déjà un grand nome de la musique populaire brésilienne. Donc, j'ai rencontré Gilberto Gil à Santo Amaro, parce qu'il fréquentait la famille Veloso. Tu sais, Soledad, la famille Veloso, c'est la famille Jackson brésilienne. C'est la famille Jackson brésilienne. Donc, tous les artistes brésiliens vont à Santo Amaro. Maria Bethânia, c'est un icône. C'est la diva intouchable. Même si à Paris, j'étais au Banana à faire une époque, et Véronique Chanson m'a dit, Roberto, Véronique, elle m'a dit, Roberto, c'est ma reine, Maria Bethânia. Je dis non. Je dis oui, c'est ma amie. Je le connais. Elle m'a pris de ses bras. Je dis non. Moi, c'est mon rêve de rencontrer Véronique. Elle m'a dit ça. Elle était ôtée par mes pères palmades. Elle m'a dit oh là là, c'est la Barbara de France, cette femme. Et au Brésil, tous les stars rêvent de lui parler. C'est un diva. Donc, moi, j'ai la chance de naître à la même ville, de fréquenter leur maison, de boire l'eau chez elle et d'écouter ses conseils. Caetano Veloso, aujourd'hui, c'est mon grand ami. Je viens chez lui. Quel est le plus précieux conseil qu'on t'ait donné? Je n'ai pas d'hésiter. Dis toujours, je dis, ça, Robertinho, vas-y, laisse pas la faire. Et moi, j'ai ôté. Et tu sais, la sœur de Caetano Veloso me dit, ça, j'ai parti de Bahia, elle m'a dit, Dona Clara, la sœur plus âgée de Caetano Maria Bethânia, ne revient pas. Mange de McDonald's à Paris, mets-toi là de côté, mais fais ton histoire, ne viens pas. Il y a deux sœurs, Nissinha, je me rappelle, Veloso, et Dona Clara. Et ça s'arrête dans ma tête, ne reviendra pas, parce que je suis sûr que tu vas réussir là-bas. Et c'est grâce. Et ça vient chaque fois dans ma tête. J'ai pensé à la nostalgie, le manque de ma maman, de mes frères. Et du moment où j'ai pleuré toute seule dans ma petite maison à Paris, dans le Marais, j'ai dit non, Roberto, retourner sans l'argent, sans l'histoire aboutie, c'est une perte. C'est renoncer. C'est renoncer. J'ai dit non. Et c'est ça qui m'a encouragé.
Alors justement, quand tu frappes à la porte de Gilberto Gil, qu'est-ce qui se passe? Ah, je tape à la porte et il y avait une femme qui s'appelle Stella Craveiro. Il m'a dit, écoute, Gilberto Gil, il est pas là, mais Robertinho, tu es en famille pour nous parce que tu viens déjà conseillé par la famille Veloso, c'est chez nous, c'est chez toi ici, mais je ne vois pas grande chose pour toi ici, mais on va réfléchir. Et, en tout cas, tu es très élégant, tu es vraiment très... Ta personne, ton personnage serait bien d'être avec nous. Mais là, je ne vois pas de place pour toi, mais Gilberto Gil, il arrive, on va se parler. Soledad, j'étais en train d'aller à la maison, triste, parce que je dis, si je ne trouve pas ma place ici, où je vais trouver? Il faut taper une autre porte. Et avant d'arriver chez moi, le téléphone sonne. C'est la même femme, elle me dit, Roberto, tu peux revenir ici demain? Je dis oui. Et je retourné le lendemain. Elle me dit, écoutez, on a beaucoup réfléchi, moi. Je n'ai pas encore parlé avec Gilberto Gil, mais on va parler avec Eloï. Il n'est pas là. Mais nous, on aimerait bien qu'il soit son conseiller. Ça veut dire, tout c'est pour Gilberto Gil ici, d'aller à la banque, toutes les choses. Il veut manger, il va les mener à manger, il va l'accompagner. Il soit au tête de lui parce qu'on a besoin de quelqu'un. C'est son assistant. Son assistant. Il va avec lui partout. Et tu vas, s'il veut boire un coca, c'est toi. S'il veut aller payer sa facture à la banque, il ne peut pas aller, c'est toi, il va. Et nous, on est ici, mais c'est toi, il va. Tu vas être au tête de lui. Là, tu réponds quoi? Alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, merci, oui. Elle a dit, par contre, parce que comme nous, ici au cabinet, on a une place, un monsieur est pas là, il s'appelle George Martin, c'est un poète qui était ami à Gilberto Gil, il a donné sa place pour faire ce rôle-là, il n'était pas là, et que c'est lui qui a le contrat. Et on va demander, lui, il verse l'argent pour toi. Parce que comme c'est diplomatie, c'est un contrat, il faut mettre dans le journal officiel de Bahia, ça va prendre du temps, mais pour commencer à travailler, on va parler à lui, qu'il verse l'argent pour toi, et après, on mettre le contrat à ton nom. Et j'ai commencé le lendemain à travailler. C'était très bien parce que j'ai commencé à payer mon petit coin à Salvador. J'ai entré, Virginia, elle est toujours là en vie. Je l'ai vue pas longtemps à Salvador. Elle a dit, viens dormir chez moi, il y a une chambre pour toi. Je l'ai payé avec cet argent et j'ai commencé à aller vers chercher des places dans la comédie à Salvador. J'ai m'écrit au cours libre de théâtre de la faculté de théâtre de Bahia et j'ai commencé à entrer le monde artistique de Salvador et c'est là que tout a commencé. Et tu composais déjà des chansons en Oui. cachette? Oui. Et pourquoi en cachette? Tu n'avais pas assumé pleinement ton talent? C'était quoi? Tu sais, Soledad, c'est très difficile de voir une chanson jouer à la radio par des chanteurs comme Caetano, Carlinhos Brau, à l'époque. Carlinhos Brau n'était pas là encore, mais c'était le rêve, en même temps, j'ai trouvé, pour moi, c'était impossible. J'ai fait ma chanson, j'ai chanté dans le festival à Santo Amaro, j'ai gagné le premier prix à Santo Amaro avec une chanson, qui s'appelait Frutos Amaros, et à Santo Amaro, mais à Salvador, c'est énorme. Le Brésil, c'est trop grand, c'est pas comme en France, c'est vraiment, c'est comme en Chine, comme au Japon, c'est tellement grand. Et aller à Salvador pour me battre, pour m'imposer, pour montrer mon talent, c'était difficile. Encore imposer une chanson pour un chanteur, pour moi, c'était du rêve, c'était impossible parce que les chansons qu'ils jouaient, c'était des gens connus. À l'époque, c'était difficile entre les artistes. J'ai rencontré chez Caetano Veloso à Santo Amaro, mais à Salvador, c'était impossible parce que chacun... Mais en travaillant à côté de Gilberto Gil, justement, est-ce que lui savait que tu rêvais de devenir un artiste? Je savais parce que les collègues de bureau parlaient. Mais moi, j'avais peur de parler. C'était difficile de devant un star. Même si c'était la famille et je connaissais tout ça, Soledad, c'est un grand star. Mais tu étais devenu son assistant. Ça veut dire que tu étais dans tous ces moments les plus intimes. Mais c'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui parce que j'ai rencontré pour te dire, c'était faux ça. Tu me demandes ça, mais c'est vrai, c'est grâce à lui. Pourquoi? Il avait une assistante, et sa secrétaire, Rose Ivana. Ivana me dit, Robertinho, aujourd'hui, on va déjeuner avec un producteur français qui était au cabinet de Gilberto Gil pour parler du carnaval de Nice. Pour prendre un groupe folklorique de Bahia pour ramener à Nice, en France, pour faire le carnaval de Nice. C'est connu, hein? E ele diz, e a América para Remy Copacopolo, de Rádio Nova, que é a Bahia, que são a minha São Gilberto, a minha Caetana, Gilberto Gil, e vient pour ces amis, ces gens-là, qui viennent pour ramener un troupe de danseurs pour aller à Nice. J'étais mangé esse mec,
et c'est le producteur, Rémi Opapoul, il donne pendant le dîner, il me dit, Robertinho, tu fais quoi en dehors de travailler avec Gilberto Gil? Il dit, ta vie, raconte un peu. Je dis, je danse, j'adore la danse. Je danse. Il dit, ah bon, tu danses, tu fais juste lambada, samba, folklorique. Il dit, ah bon, tu sais, je suis venu ici pour ramener danseurs en France. Mais c'est Gilberto Gil qui va décéder. Par contre, j'ai un autre projet, hypothèse pour toi. Je dis quoi? J'ai fait une tournée de Schweppes, drag Schweppes en France, pour lancer la musique sur les plages, toute la France, tout le sud de France, Saint-Tropez, Papapa, il dirait. Et je dis, mais on est passé où ça? C'est Paris, puis c'est France, terminal de... Non, c'est en France, pays. Je dis, ah, imagine, on ne sait pas tout ça, même pas Paris. Alors, ce qui est même divin, pas Paris, Soledad, on ne sait pas. Ce qui est magnifique quand on t'entend, c'est la magie des rencontres. Rémi, dont tu parles, oui. c'est une figure ici en France, à Radio Nova. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que, comme toi, quand tu écrivais en cachette, que c'est impossible, que c'est inaccessible, je trouve que t'écouter, ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'il suffit d'une rencontre. Mais ce que j'entends aussi, c'est tu voulais être artiste. Mais à aucun moment, tu t'es dit « Oh non, je ne vais pas être assistant, je veux être un artiste ». Tu as accepté d'être celui qui va chercher les Coca-Cola. Ce qui démontre, tu vois, je parle avec l'accent brésilien, ce qui démontre qu'il faut beaucoup de modestie. Oui. Il faut humble. Être humble. Dans ce monde-là, c'est ça, parce que je suis... plein de gens viennent vers moi, on me China Ordula, on me Vincent Cassel, on me Caetano, ils me prennent les bras. J'ai une photo, Caetano, on me ça avec moi, il parle à sa femme. Il y a une photo dans mon Instagram, et Caetano, il parle, il me fait un enfant pour eux. Parce que j'ai quoi, et pour réussir dans la vie, je dis ça pour ta clientèle de casting, pour ton public, il faut être humble. Il faut jamais croire que vous êtes mieux. Il faut être là, il est toujours en train de grandir. Il faut penser, et toi, il y a tout. Je pense, on te dit, tu crois que tu es le meilleur du monde, c'est pas bon ça. Je crois qu'il faut être humble. Pourquoi? Quand tu vas doucement et tu crois en toi, mais tu ne vas pas jouer star, tu deviens star. Mais si tu joues star avant d'être, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Et même cette relation que j'ai avec Kamel Wally. Kamel Wally, par exemple, c'est un ami à moi de 40 ans. 36 ans à Paris, je suis ami avec Kamel. Entre Kamel, en arrivant au bar dans un café, on est devenu amis. Jusqu'à aujourd'hui, on est amis. On ne se voit pas beaucoup parce qu'il est trop demandé, Kamel, avec tout cet agenda. Mais on se voit, on se touche, on fait des bisous. C'est un vrai ami. Et c'est parce qu'il m'a dit ça, Roberto est un âme pur, c'est vrai. Michel Blanc, j'ai fréquenté Michel Blanc, venait chez moi et me disait, tu sais pourquoi je t'aime, Roberto? Parce que tu n'étais pas avec moi, parce que mon argent, parce que je suis Michel Blanc. Tu s'en fous, tu ne savais pas, j'étais, et tu m'as accueilli avec un sourire, avec un bonheur. J'ai rencontré Michel aussi Blanc dans l'affaire, on a devenu des grands amis. Il est fréquenté chez moi, venu manger, faire joie chez moi, Michel Blanc. Combien de fois des photos avec lui, j'ai fréquenté chez lui, il m'avait été partout, mais parce qu'il disait, toi, tu es quelqu'un qui tu ne penses pas avec le business. C'est la clé de la réussite, d'être authentique et surtout vrai. Travailleur. Travailleur, et vrai. Et travailleur. Parce que justement, quand on te parle de cette tournée Schweppes qui annonce un immense succès, cette musique, c'est laquelle? Et c'est « Essa moça tá diferente, ela não me conhece mais ». Et cette chanson, Soledad. Quel succès! Oui, et c'est quel succès! C'est les clés. C'est après cette succès. Et quel clip! Et je suis venu. Après ça, parce que quand cette chanson a explosé en France, j'étais à Bahia. Et après, ils ont fait, pour donner continuité au projet, une tournée des plages de Schweppes. Et tu arrives donc comme danseur. Mais Gilberto Gil, il te laisse partir? Il est OK? Oui, il était OK. Il dit, c'est pour ton bien, c'est pour ton avenir, vas-y. Il m'a dit, vas-y, Rémi, c'est quelqu'un de confiance, tu es un bon aimant. Et d'ailleurs, on j'ai rentré à Santa Maria pour annoncer ça à mon papa, ma maman. Mon papa, tu vas pas, ma maman, vas-y. C'était la guerre, mais il me laissait partir. Et dans le canot, qui est la matriarche, et c'est la mère d'Aïtane, madame, une vieille dame qui a décédé avec 106 ans. Elle a vécu beaucoup. 106 ans, elle a vécu. C'était elle, la grande vieille. Elle disait, vas-y, je me renseigner, le Rémi Copacopoulos, c'est quelqu'un de bien. Tu es bien, on va être tranquille ici. Ici, il y a quelque chose, nous appelle, mais tu es un bon aimant. Donc, c'est ça aussi. J'ai parti, je savais, je suis arrivé à Paris, il n'y avait même pas un centime de réal à maman.
d'euros, de rien, de francs, de rien. J'avais rien à la poche, Soledad. Je suis venu sans rien. J'ai tout réussi ici. La France, j'adore la France. J'aime Paris, c'est ma deuxième patrie. J'aime pas parler mal de la France devant moi. Je suis vraiment, la France, c'est ma vie. Et quand je vais décéder, je demandais de mettre 2 drapeaux, un brésilien et un français sur mon cercueil. Parce que c'est ici que j'ai réussi. J'ai appris beaucoup de choses au Brésil, mais la France, c'est un pays mère. Et les gens critiques qui ne valorisent pas la France, ne donnent pas la valeur, c'est des gens qui n'ont pas compris. Parce que je me sens chez moi, mais là, les Français, ils ont ouvert les bras pour moi. Ils me donnaient l'opportunité. Donc, moi, je suis fier d'être là. J'adore la France. C'est un pays qui a plein de choses bien, qui te permet aussi, si tu viens ici pour travailler, pour ne pas faire le bazar, tu as ta chance. Ta chance. Et tu arrives donc et tu pars dans cette tournée avec Schweppes en tant que danseur. Et là, c'est un véritable conte de fées qui démarre. Oui. Comment de danseur tu es devenu? Tu as même dansé pour la lambada. Oui. Quel succès! Là, c'est les succès qui s'enchaînent. Oui, ça s'enchaîne. Raconte-nous, ça a été un casting? Tu as dû passer un casting pour intégrer ce groupe de la lambada. Et est-ce qu'on s'attendait à un tel succès? Parce que ce succès marche encore. Oui. J'ai chaud pour on parler de ça parce que ça me touche énormément ça. Déjà parce que Calma, elle était décédée au Brésil. Et on est devenu très amis. Elle est morte à Rio. Et ça me touchait beaucoup parce qu'elle me manque encore jusqu'à aujourd'hui. Lualva, Bryce, Calma, mais c'était une vraie histoire d'amour. En fait, j'étais à Paris déjà pour faire la tournée. On a fini la tournée, je rentre au Paradis Latin, mais j'ai toujours rêvé de danser la lambada avec Calma, parce que je l'ai vu à la télé au Brésil. J'ai vu la télé exploser en France, à Globo, lambada, le plus grand. Je me vu là-dedans, j'ai dit, mon Dieu, c'est mon rêve ça. Tu as visualisé, tu t'es dit, ok, là, je veux danser. Je vais danser avec Calma. Et parce que je savais danser la lambada. Je gagne tous les prix à Bahia, mais je n'avais pas le contact. Et c'est jusqu'à Paris et je rencontre. Comment ça se passe? Moi, après le tournée de Schweppes, j'étais à Paris, j'ai besoin de continuer à gagner l'argent pour vivre. J'étais allé danser avec un, et à moi, il y en a 2 restés en France. Moi et Lia. Des 5 danseurs est venu, il y en a 2 restés. Moi et Liana. On a resté en France. On a habité dans le même endroit, chez une copine, à Guimoquet, dans le 18e. C'est un place pour dormir chez elle pendant 3 mois. Il dit, mais non, on gagne l'argent, il faut continuer. On est allé danser à Châtelet, à la place de Châtelet. Place de la... Voilà, c'est ça. Oui. Dehors. J'ai commencé à danser dehors et les gens jetaient l'argent. Comment est-ce que ça se passe en France, dans le métro, partout? Et c'est un ami appelé Paul. C'était un mec qui était juif, très sympa, dentiste, qui adorait le Brésil, ami de Georges Gilberto, qui me dit, je vais t'aider. Il a mené son transistor. Il a mis sa sono à Châtelet et on dansait. À chaque fois que la police arrivait, on partait. Et on dansait. Moi, il y a la lambada, il y avait beaucoup d'argent. Les gens lançaient 2 €, 3 €. C'était les francs à l'époque, beaucoup de francs. Et j'ai gagné ma vie comme ça. J'allais à la maison avec l'argent pour acheter ma baguette le matin, payer mon loyer avec Elia. Et c'est là qu'il passe un mec qui s'appelle Ariston, un grand personnage brésilien en France, qui était partout fait soirée, qui est devenu mon ami. Il m'a dit, venez Robertinho, c'est ton prénom? Oui. Écoute, va voir un casting au centre d'Atomaré pour la lambada, pour le clip Tago Mago. Ok. Va là-bas. Et je suis allé On te dit comme ça, une rencontre, il y a un casting, va. Et toi, comme d'habitude, J'ai parti, je suis allé. Soledad, j'arrive avec le producteur Olivier Lozac, qui a lancé la lambada en France. Le grand producteur. Tous les gens de TF1, plein de gens, Rangina, étaient là. J'arrive. Il m'a dit, Louis, toi, petit noir là, toi, tu me plais. Louis, il me dit, comment est ton papier en France? J'ai pas de papier en France. Il dit, oui, mais c'est pas grave, on va essayer de faire un papier, mais par contre, tu vas pas pouvoir partir faire le clip là. Et toi, tu n'as pas de papier pour partir. On va faire le clip en Afrique de Tago Mago. Tu ne peux pas y aller, mais on va garder toi pour la France, pour le télé. Il dit, oui, c'est bon. J'étais à la maison, j'ai pleuré, j'ai souri, j'ai appelé ma maman. Ça y est. Et le lendemain, il m'appelle, il y avait déjà un gala à boîte ici, au Globo, à Saint-Denis, à Saint-Denis, pour danser le soir. Parce qu'il y avait tellement de succès au Lambada, il y avait 2 troupes. Un est parti pour faire le tour du monde, et un est resté ici pour faire la télé, les danseurs de Lambada. Et j'ai commencé à danser avec eux. Et là, j'ai commencé à payer mes loyers tranquilles, à vivre une vie agréable, déjà avec mon argent.
pour payer mes factures. Donc, j'ai dansé avec Oma, je rencontre la chanteuse, et on m'a composé ensemble. Elle a dit, viens, on posait avec moi. Et on a fait la chanson Cor de Bamba, qu'elle a fait, après elle a lancé dans sa carrière solo, parallèle du groupe Calambada. Le groupe a fini, mais moi et Loalva Kauma, on a continué le métier, elle est venue chez moi, on a parti à Bahia ensemble, elle était rencontré ma maman, elle était venue chez ma famille, et on était très amis, moi et Loalva. À la fin, on était vraiment en mode frère et sœur. Elle dormait chez moi, chaque fois qu'elle venait en France, elle habitait plus en France, elle venait chez moi, dormait chez moi. Et c'était ça l'histoire avec Lambada. J'ai eu la chance de danser le groupe Lambada. Après, j'ai commencé à voyager. On avait mon papier en France. J'ai commencé à partir à voyager avec eux. C'était 3 ans. D'immenses succès. Oui. Tu nous racontes ça avec une grande facilité, mais quitter son pays, quitter sa famille et quitter l'Amérique latine, le Brésil, le soleil, et être déraciné, on imagine que tu as eu des moments de douleur. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je retourne chez moi? Soledad, la chance que j'ai eue, c'est après faire Lambada, je m'engageais au Paradis Latin. Ça fait 33 ans. 33 ans de carrière, tu imagines, quand on connaît l'insécurité que rencontrent les artistes, on se dit 33 ans de Paradis Latin, alors que le propriétaire a changé, alors qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Patron, ils sont passés. Toi, tu restes. Oui, je reste. Soledad, pourquoi je dis ça à ta question? Parce qu'il y a beaucoup de moments de douleur. Mais il y avait une détermination. J'avais la détermination, il faut déterminer. Pourquoi? Si je retourne au Brésil, je vais être encore la galère. Parce que je rentre, le fracasse. Donc, je dis, c'est laisser tomber. Je dis non. Après, je me dis, j'ai rentré au Brésil sans l'argent pour aider ma famille. Ce n'est pas ça mon but. Je ne vais pas rentrer au ça. Donc, je dis non. Et en plus, au Paradis Latin, c'était un peu ma maison. Et si j'étais à la maison sans travail à Paris, j'étais déjà retourné à longtemps. Aussi. C'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que c'est l'artiste, c'est Robertinho Chavez qui quitte le Brésil, c'est l'artiste qui vient créer sa carrière, mais c'est aussi l'illusion de ce monde européen pour soutenir et aider sa famille. Et ça résonne en 2025 auprès de tellement d'autres sujets. Alors on n'est pas là pour faire de la politique, mais est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a encore de la place en France pour pouvoir créer une carrière et est-ce que c'est aussi facile qu'avant? Je pense qu'il y a toujours la place, Soledad, mais c'est plus dur qu'avant. C'est plus dur, ça c'est vrai. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces réalités qu'il y en a aujourd'hui, des réalités avec Internet, tout ça. L'évolution ramène aujourd'hui, la concurrence est plus forte qu'avant. La concurrence est beaucoup plus forte. Avant, tu sais, même on parlait beaucoup de ça avant, il n'y avait pas Star Academy, Popstar, tout ça. Donc, les artistes étaient dans le métro, dans les rues. Et puis surtout, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une course à la validation. C'est une course à avoir le nombre de j'aime suffisant sur Instagram, alors que à cette époque-là dont tu parles, c'était une course au désir de vivre de son métier et de ses émotions. Et tu incarnes pour moi la quintessence de ce que c'est qu'un artiste. Alors raconte-nous ce casting au Paradis Latin. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé à Paris. Il y avait 2 grandes stars brésiliennes, les Étoiles. C'était deux transformistes brésiliens qui avaient une qualité de musique aussi égale que Gilberto Gil, que Caetano, que Brassens. Et les Étoiles, ils étaient amis à les Veloso, à Caetano, tout ça. Quand j'arrivais en France, j'étais à Châtelet, dans un bar, je rencontre les Étoiles qui me disent, ah bon, on est ici à la sorte de Caetano et Maria Bethânia. Oui, c'est ma... Ah oui. Mais tu te rends compte le nombre de fois où tu me racontes les rencontres. Oui, c'est ça. C'est des rencontres complètement très importantes, inattendues. Et qui... Alors attends. Pour tous ceux qui rêvent de faire ces rencontres, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Comment... il faut bouger. Il faut aller. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas rester à la maison, déprimé derrière son téléphone. On dit, non, il faut taper les portes, il faut aller dans les... Sortir. Tu sais, à l'époque, à Paris, il y avait le Bandouche, le Badana Café, il y avait tous les stars américaines connus, tout ça. Il y avait Tony Gomez, il y avait tous ces gens-là. J'ai rencontré
c'est parce que j'ai dit, je rentre. J'ai allé à Banana à faire, appel au Paradis Latin, tous les soirs pour faire ces rencontres-là. Je me disais, c'est là et je vais réussir. Si je reste, si j'appelle au Paradis Latin, je rentre dormir, je n'allais pas voir entre Michel Leblanc, Vanessa Paradis, Tony Gomez, Ivan, Pierre Palma, tous ces gens ont été au Banana à l'époque, au Bandouche, Cathy Guetta et David Guetta, c'est mes amis. J'adore Cathy. Cathy m'a beaucoup aidé, David Guetta. J'ai ramené les danseurs de Paradis Latin pour faire le cancan. Et j'ai dit, ça c'est pour toi, Roberto. Il m'a donné la main. On me ça de l'argent pour moi. Parce que j'ai gagné beaucoup avec toi, tiens. David Guetta, elle est adorable. Il m'a donné l'argent caché parce qu'il dit, tiens, t'es un amour. Tu m'as amené les danseurs de Paradis Latin pour faire, parce que j'ai amené les danseurs de cabaret. Et les rois, ils venaient d'Arabie Saoudite, tout ça, les gens riches étaient au Bandouche. Et bouteille, parce que j'ai ramené les danseuses belles pour les montrer. Et David Guetta, c'était quelqu'un, je l'adore, cet mec. Il me disait, reste comme ça, ne change pas ta action, ne change pas ta façon d'être, Roberto. Et tu n'as pas changé. Non, et David Guetta me disait, ne change pas, même si les gens demandent, reste comme ça, parce que tu vas loin. Et je l'écoutais. Ça fait 20 ans, il me disait 30 ans, il me disait ça, au Bandouche. Parce qu'il disait, toi, tu es un truc, tu es contagion, tu es un âme vrai, Robertinho, il ne faut pas changer, il ne faut pas se polluer. Et en 2025, justement, il me semble qu'il est important de rappeler qu'être un artiste, c'est aller chercher, à travailler, à s'instruire, à aller au-delà de ses émotions, mais rester authentique. Et singulier. Et comme voilà. Tu disais, tu étais brésilien, tu es brésilien, tu es noir, tu es gay, mais gay, G-A-Y, mais oui. Gay, si positif aussi. Oui. Et tellement généreux. Tu aimes les gens. Et fier d'être. Et c'est ce qui amène à toi toutes ces personnes dont tu parles. Oui. Quelle est la plus belle rencontre qui t'a le plus... Ah non, pardon, stop. Tu n'as pas raconté le casting Paradis Latin. Ah oui. Et donc là, enchaîne, oui. Donc, le Paradis Latin, les étoiles m'envoient, m'appellent en soi, j'habitais dans un petit studio, on était 3 dans un petit studio, on était de cohabitation à rue Marcel Samba à Montreuil, et j'en appelle, c'était un des étoiles, un des artistes des étoiles, il me dit, Roberto, c'est Luiz Antônio, et j'ai appelé ma marraine, il dit, Roberto, il y a une place pour toi. Je dis, mais où? Dans un cabaret, le patron m'a appelé, mais c'est Kriegel qui a créé cet lieu-là, et il y a un des personnages qui va partir parce qu'il a plein de problèmes, de drogue, tout ça, et il cherche un mec noir qui a... ta façon d'être, il y a un peu de sa joie de vivre, et je pense que c'est pour toi. Mais je ne danse pas de classique, je danse folklore. Non, mais vas-y, parce que c'est un personnage pour animer la salle, pour amener le bonheur. Et à le Brésil, ils cherchent quelqu'un. C'était un noir entier, s'appelle Joséphine, était là-bas. Ils vont créer un autre personnage, je pense c'est toi, c'est pour toi, vas-y. Et j'appelle le Paradis Latin, je ne parlais pas bien du tout français, et le patron du Paradis Latin me donne rendez-vous avec un portugaise, était la photographe du Paradis Latin. Et elle rentre dans le bureau avec moi, ce patron-là, M. Kriegel, qui a créé le lieu. Il a dit, tu sais, on a besoin d'un gars comme toi ici. J'ai besoin, mais je ne danse pas classique. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je veux un animateur de salle, un chauffeur de salle. Après, si tu as du talent, on va te mettre dans le spectacle. Si tu as du talent, on va te mettre pour danser. Mais d'abord, je veux voir ta interaction avec le public. Je te donne des mains, tu viens, à telle heure, on va t'habiller, tout ça, et on va te mettre. Et par la maison, j'appelle ma maman, ça y est, j'ai un boulot. Là, ma maman pleurait au téléphone, elle dit, vas-y, je vais prier pour toi, mon fils. J'ai parti le lendemain. 2 fois, on t'appelle pour te demander de revenir le lendemain. Et 2 fois, pour te proposer ce qu'on considère des petits jobs, qui est une première clé pour ouvrir une grande porte sur un chemin d'éveil exceptionnel. Voilà. Donc, j'ai dit oui. Ils ont me maquillé. Le maître de ballet, David Moore, me parlait. Philippe Lambert était le chorégraphe, venu me voir. Il dit, écoute, fais ta façon. Il ne faut pas chercher un moule. J'ai dit oui, parce que je voulais voir les vidéos de Joseph. Non, fais ta façon. Fais comme toi, on ne cherche pas à imposer un personnage. Fais ta façon, d'accord? J'ai rentré dans la salle
à 8h10, j'ai fini à 10h30 parce que je faisais partie animer la salle. À la fin, il me dit, super, il t'a fait. Tu reviens demain, on va donner pour toi 15 jours. Et si ça passe 15 jours, on va faire ton contrat. Soledad, 7 jours après, ils ont fait mon contrat. 33 ans. C'est très bien. 33 ans. Il me dit, c'est très bien, c'est ça, on cherche. Maintenant, tu vas te mettre dans les rôles, on va mettre dans les tableaux. Et j'ai fait un tableau, 2 tableaux. À la fin, je faisais au moins 12 tableaux dans le spectacle. Artiste multipotentiel, des rencontres. Quelle est la rencontre la plus déterminante et celle qui t'a le plus ému que tu aies faite? Qui me fait rêver, c'est-à-dire, il me fait... Celle qui t'a le plus inspiré. Oh là 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 là, écoute, Une qui me fait inspirer, c'est avec Gilberto Gil à Salvador. Gilberto Gil. Oui, c'était là. Parce que moi, j'ai sorti d'une petite ville, là, du jardin de Salvador de Bahia. Je ne connaissais rien, même pas la capitale. J'arrive à Salvador, je suis dans un cabinet d'un des plus grandes stars du Brésil, pour faire son assistant, son conseiller. Donc ça m'a... Soledad, j'ai tellement pleuré, j'ai rêvé, je disais, mon Dieu, c'est pas vrai, je suis là. J'ai me touché. Et après, la deuxième chose, qui marquait ma vie, c'est quand, avec la lambada, je suis allé danser à Londres, que j'ai vu le Big Ben. J'ai dit non, parce que quand j'étais à Santo Amaro, j'étais à ma classe, on a fait un travail d'école, un job d'école avec mes collègues, j'avais 15 ans, on a fait un Big Ben et on a gagné le prix dans l'école. Et le Big Ben, jusqu'à aujourd'hui, j'ai cette photo avec mes collègues, on était 4 dans mon équipe pour parler du Big Ben, c'était le cours d'anglais de mon école. Et j'ai gagné. Quand j'ai vu le Big Ben, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit... C'est pas vrai. Tu te rends compte que là, pour oui. tous ceux qui nous écoutent qui et qui croient un peu dans la magie, oui. C'est ce qu'on appelle la visualisation créatrice et positive. Oui. Mais ça, c'est autre chose. Mais pour ceux qui sont initiés, ils comprendront. Qu'est-ce que Gilberto Gil, quelles ont été les valeurs ou les talents ou les traits de caractère chez Gilberto Gil qui t'ont le plus impressionné? Écoute, Soledad, déjà, tu savais, Gilberto Gil est un timbre de voix qui me passionne. Son timbre de voix. Après ces chansons, ça raconte la vie. C'est comme Caetano Veloso. Et Louis Caetano, c'est des chansons de la bossa nova. Aujourd'hui, la musique, aujourd'hui, elle est trop visuelle, elle est trop éphémère. C'est pas, je pense, il y en a encore des gens compose de forma solide, de forma avec une histoire, mais il y a beaucoup de musique instrumentale je crois, qui passe pas un message comme l'époque Gilberto Gil, Caetano, e Braçan. Quand tu me parles, je pense à Quando chega casa nada me donc Gilberto Gil, c'est une position, ça fait rêver. Il y a une chanson de Gilberto Gil qui parle toda menina baiana tem santo que Deus dá. Toda menina baiana tem santo também que Deus dá. Cette chanson, oui, le français, ça c'est connu. Et cette chanson, elle raconte que toutes les petites filles de Bahia, il y en a un ange gardien, il y en a un Dieu dans sa vie. Então ele raconte, et tous les Bahia, tous les filles de Bahia, elle a la croyance, la foi. Donc, il y a toujours ça. Et à partir du moment où vous avez cette croyance, cette foi et cette confiance en vous, alors les chemins de possibles existent. Quelle est la rencontre qui t'a le plus déçu? J'imagine que tu as un artiste que tu avais, par exemple, admiré et qui t'a déçu. Est-ce que tu as eu des moments comme ça de grande déception? Oh, Soledad, vraiment de grande déception, non. Parce que, tu sais, je pense que moi, je crois tellement à mon ambition de réussir. Et à chaque fois, j'arrive, comme je disais tout à l'heure, j'arrive toujours avec cette simplicité. Les gens, c'est quelqu'un qui vient armé pour te tuer, et on me voit, il laisse tomber l'arme. Parce qu'il dit non, c'est là, je ne peux pas faire. Donc, plusieurs fois, je tombe, il est venu de façon mauvaise pour moi, et j'arrive avec toute ma façon d'être. Les gens disent, oh putain, là, je ne peux pas faire du mal. Donc, vraiment, je n'ai pas eu de grande déception dans ma vie. Jamais ça pour moi. J'ai toujours
C'était tout positif. Ah, il y en a un, déception, mais bon, où fait mal, ça vient là, pas longtemps, ça je peux dire. C'est rencontre avec un pêtre. Parce que un peintre. Non, un pêtre, un courrier. Tu sais, là on a beaucoup de problèmes avec la paroisse de la Madeleine, parce que tu sais, à chaque fois, ils changent de leader religieux dans une église, c'est au moins diplomate à l'ambassade. Et on était presque, on n'a pas vu plus le lavage. Parce que le nouveau pêtre de la Madeleine, il n'était pas vraiment d'accord de continuer. Il m'a appelé pour dire, elle est finie, le lavage. Le lavage de la Madeleine, oui. ça tombe bien. Oui. J'allais te demander comment Robertinho Chavez a eu l'idée d'organiser le lavage de la Madeleine et surtout, comment, en plein Paris, depuis 23 ans, tu arrives à encore obtenir qu'on t'ouvre l'église de la Madeleine, qu'on ferme les rues de Paris pour ton carnaval. Comment as-tu fait? Ça relève de l'inédit. Vincent Cassel, Christina Cordula comme parrain, et chaque année, sur le char, des célébrités illustres du milieu brésilien. Oui. Comment? Écoute, ça c'était un rêve que j'ai réussi à réaliser. Et Soledad, je sais, c'est toujours je crois beaucoup au destin. Comme je viens de te parler tout à l'heure, tout est tracé pour le bon Dieu. Je crois beaucoup en Dieu, je suis croyant, je crois que toute ma vie était tracée. Parce que je vois d'où je viens, et je suis. Donc, c'est pas possible. Donc, j'ai eu la force, la garde, j'ai la force, la bataille, j'ai réussi. Mais, par exemple, le lavage, c'était un rêve que j'ai eu, c'était en 98. Je voulais ramener un peu du Brésil près de moi, parce que j'étais loin de ma famille. J'ai dit, je vais créer un lavage. Parce que j'ai vécu le lavage de Bonfim de Bahia. J'ai vécu le lavage à ma ville. Qu'est-ce que c'est que le lavage pour tous ceux qui ne connaissent pas? C'est une tradition. Une tradition de Salvador de Bahia. Qui s'était créée par les esclaves de l'époque. Donc les esclaves noirs. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'église. Ils n'avaient pas le droit. Hein, ils ne pouvaient pas rentrer. Donc, en époque, on a reçu une statue de Senhor do Bonfim qui venait de Portugal. Et les esclaves devaient laver le parvis pour recevoir cette image, cette statuette-là, qui venait de Portugal, du Senhor do Bonfim. Donc, les esclaves n'avaient pas le droit de rentrer dans les églises, mais seulement étaient autorisés à nettoyer les marches. Et là, ils faisaient ça avec la joie. Avec la batucada, il tapait les casseroles, il tapait les seaux. La batucada, il faisait la batucada. Ils aimaient ça, ils commençaient à faire ça chaque année, et ça devient le lavage. Il lavait le parvis pour ça, pour les blancs, l'humanité riche, pour les gens, à l'époque, c'était la classe élitique brésilienne, élitiste brésilienne, pouvaient rentrer. Donc, c'est là que commence la tradition de laver le parvis. E aujourd'hui, c'est le deuxième plus grand événement brésilien de Bahia e do Brasil, c'est le lavage do Bonfim. E a Bahia, il n'y a pas qu'à Salvador, il y en a un peu partout. Et ma ville, il y a le lavage de Santo Amaro. Donc, cette tradition de laver le parvis, et c'était pour la joie de vivre, pour de bonnes vibrations. C'est ça le lavage, en fait. Donc, ça devient maintenant un peu partout à Bahia, mais c'est pour vraiment célébrer la vie et demander le bonheur. C'est pour ça. Donc, ça existe encore partout au Brésil, à Bahia. E a Madeleine, cette idée, j'ai ramené à Sacré-Cœur en 98. J'ai commencé au Sacré-Cœur. Mais ce n'est pas abouti. Parce que le Sacré-Cœur, l'église de Sacré-Cœur, dans le 18e, nous n'avons pas, à la porte était fermée. Madeleine, c'est parce que j'ai dit, écoute, je vais continuer ailleurs. Je vais trouver une autre église qui soit plus ouverte pour nous. Et j'étais allé voir Madeleine. C'est le destin. Pourquoi? Parce que, Soledad, Madeleine, dans la liturgie, dans le catholicisme, Madeleine, c'est pour l'église. Madeleine, c'était une prostituée. Né? Prostituée? Oui, prostituée. Madeleine, c'était vu comme la amant de Christ. C'est elle qui a essuyé la lágrime. Quand Christ tombe, c'est Madeleine qui essuie. Donc, dans la religion, on n'appelle pas. Les autres saints, on dit Vierge telle. Madeleine, on dit Santa Madeleine. C'est le prêtre qui m'a expliqué ça. Monsieur Chavez, Madeleine, c'est pas Vierge Madeleine, c'est Madame.
Sainte. Oui, pas vierge. Mais les autres, toutes sont vierges. Pourquoi? Parce qu'elle était vue comme une prostituée dans la religion catholique. Ça, c'est la vérité. Hein? Donc, Madeleine, déjà, c'est une église à Paris qui appartient au bâtiment à la mairie de Paris et pas au Vaticano. Madeleine vient sendo santa et a souffert, qui était l'amant de Jésus-Christ. Donc, nous, qui vient do lavage de Madeleine, sont des Noirs africains qui ont aussi souffert l'esclavage. Donc, c'était pour être à l'église de Madeleine et pas ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours me battu pour qu'il soit là, pour rester là, et on va rester là. Parce que Madeleine, c'est tout à fait nous, Brésiliens, émigrés, Noirs, et descendants d'esclaves. C'est ça. Rien, c'est pour rien. C'est pas par hasard. C'est pour ça que je dis, c'est le destin. Je ramène à Paris ça cartonne. Aujourd'hui, nous avons le lavage à Portugal, à Saint-Antoine de Lisbonne et à Anna aussi. Maintenant, on va voir à l'Allemagne, mais c'est commencé à Paris. La France, c'est un pays mère. C'est un pays de tradition. La France, c'est un pays qui ouvre ses bras. La France, c'est le monde de la France. Et on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière le lavage de la Madeleine. Casting.fr est régulièrement partenaire et je te vois organiser ce sacré lavage. Est-ce qu'il y a des moments où tu te reposes? Quand je dors. Quand je dors vraiment. Pourquoi je dis, moi, je dors, je ferme mes portes, je décroche mon téléphone, je ferme mon téléphone, je dis non. Je dors vraiment. Et je dors tout le temps. Là, moi, je bosse de nuit au paradis latin, je dors jusqu'à midi. J'ai mes rendez-vous cet après-midi. Tu as une hygiène de vie exemplaire. C'est le secret de ta longévité. Oui. 33 années de paradis latin, c'est pas rien. Quel conseil tu donnerais justement à tous les artistes qui, dans une sorte de... On a l'impression que c'est un peu branché parfois, de se droguer, etc. Toi, au contraire, mon corps, ma carrière, ça te représente bien. Parle-moi d'une journée type. J'ai dit, tu sais, il faut se dire toujours, si tu es un artiste, tu verras aussi, attention, tu peux tout faire avec modération. Je me dis, je ne suis pas élégant, je n'aime pas être ferme. Je pense qu'il ne faut pas être... Dans la vie, il faut tout faire modérément. Même, Soledad, tu sais, même le sexe, tout le monde adore le sexe, il faut modération. Parce que si tu vas trop, tu vas commencer à tromper ta femme, ton partenaire, ton copain, et après, ça dégringole. Je pense qu'il faut être modération, c'est mon conseil. L'artiste doit être modération. Ah, je vais chanter demain, je vais sortir en soirée. Non, va dormir. Ah, ce mannequin, je dois faire un casting. Ne va pas sortir le soir. Va dormir, va reposer ton visage pour arriver bien. Donc, l'artiste n'a pas cette conscience de modération, il va parler, ça va pas le faire. Il faut modérer. Il faut respecter ton métier. Il faut dire, voilà, ça, c'est ça, il va payer ma facture, c'est ça, il va payer, qui va amener ma vie à mes réussites. Il faut respecter. Si tu n'as pas ça, tu vas pas. Si tu es artiste, c'est quoi? C'est oba-oba, ça veut dire en portugais, oba-oba, ça veut dire, c'est ha-ha-ha. Non. L'artiste, ce n'est pas le ha-ha, c'est une profession, c'est un métier. Tu dois respecter ce métier et se faire respecter pour les autres. Si tu ne fais pas respecter, tu vas nulle part. Donc, mon conseil est pour tout le monde, écoute ces moments, ces podcasts de casting, c'est vous prenez soin de ton métier. Dis, voilà, je vais réussir, là, demain, je chante, je ne vais pas boire, je ne vais pas dormir coucher tard. J'ai une séance de photo, je vais faire pour reposer mon visage. Je vais coucher. Si je suis danseur, je ne peux pas manger tous les jours de kebab, toujours de McDonald's, toujours de food. Il faut vraiment faire attention. Tu peux tout faire. Mais tu n'es pas, je vais me droguer pour être bien. C'est pas grave. Mais si tu fais ça souvent, c'est la mort. C'est le suicide. Il faut savoir. D'accord? Je veux boire un verre de temps en temps. Bien sûr, pourquoi pas? Un verre de vin pour faire la fête. Mais des drogues, trop lourdes, tout ça, n'écoute personne. Écoute à toi-même. Écoute personne. Et pour proposer, il y en a beaucoup. Mais après, on est dans la galère, il n'y a personne pour ton côté. Donc, il faut faire attention avec qui tu t'entoures. Il faut faire attention à tes amis. Il faut savoir séparer amis de collègues de travail. Il ne faut pas mélanger les choses. Une chose, c'est amis, famille et collègues. Et il faut faire attention. Dans le milieu de la nuit, ça fait des années que je suis là, je n'ai jamais me drogué. Et j'ai réussi. Et j'ai réussi à dire non. Et quand je dis oui, tu sais, il y a m'offert des drogues dans les boîtes. J'ai donné, donne-moi,
J'ai une toilette, j'ai laissé dans le vase, il faisait prends l'eau poubelle. Mais pour pas dire non, parce que pour pas vexer, mais j'ai jamais. Jamais vexé jusqu'à un vendeur de drogue. Robertinho Chavez, qu'est-ce que tu dirais à l'enfant que tu étais quand tu avais 5 ans? Robertinho, on a réussi. On a réussi. Bravo pour toi. On a réussi. C'est la victoire. C'est le triomphe. C'est un exemple pour le monde que notre Robertinho va arriver. Obrigada, Robertinho, meu amor. Merci beaucoup. À très bientôt. Ooh.